Depuis toujours, j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Le hasard a fait que des amis, la famille. Mais l'idée, j'aimerais surtout que les gens entendent par cette vidéo que les personnes âgées qui ont eu une vie difficile, elles méritent de la bienveillance à la fin. Avant de partir, pour moi, c'est important d'avoir vérifié tout ce qui se passe dans la maison et de bien fermer les portes. Ouais. Et si tu veux, avant de partir, c'est ça. C'est qu'il faut absolument que les gens règlent leur compte. Ouais. Pour moi, c'est capital. Parce que sinon, ils partent pas tranquilles et la famille non plus. Tout ce qui n'est pas dit s'inscrit. Annick, d'où est venue cette volonté de t'occuper de la fin de vie? J'ai envie de te dire que c'est pas une volonté. C'est un peu comme si ça m'avait été imposé, si on peut dire. Depuis toujours, j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Le hasard a fait que des amis, la famille. J'ai beaucoup côtoyé la mort et la maladie. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne que ce soit moins dur. Et je pense qu'en fait, en faisant ça, je me suis aussi autoprotégée et préparée. Préparée à la perdre prévie, oui. tous ceux que Ouais, j'aime ouais. et à avoir une autre fenêtre sur la mort. En fait, je pense que c'est ça. C'est pas un choix. Ouais. C'est arrivé comme ça dans ma vie à un moment donné ou après un burn-out. J'ai repensé beaucoup de choses et je me suis dit que bon, maintenant, j'ai 64 ans pour ne rien cacher et j'ai envie de faire des choses pour les autres, pour leur apporter du confort de vie, un confort de vie. Donc là, tu as fait une formation en particulier pour approcher des personnes âgées. J'ai eu une formation sur le terrain, si je peux dire, parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes âgées, pareil, tout au long de ma vie. En l'occurrence, j'ai accompagné pendant 4 ans la maman de mon compagnon qui avait la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai fait la formation Alzheimer et je suis allée à l'EHPAD tous les après-midi de 14 à 19 heures avec elle pour l'accompagner. Et là, j'ai compris ce qu'était la détresse. Parce que c'est de la détresse qu'ont ces gens. Et donc, j'avais dans mon panier pas mal d'outils, puisque depuis toujours, j'avais l'idée de m'installer en tant que thérapeute. Donc j'avais fait une formation d'accompagnement des âmes avec une amie québécoise, de l'hypnose, de la PNL, de la communication non violente, enfin tous les outils qui peuvent aider. Mais je serais tentée de dire qu'en fin de vie, bon, les outils c'est une chose, mais ce qui est très important, c'est l'écoute. Eh oui. C'est l'écoute, être là, leur ouvrir un espace pour qu'ils déposent ce qu'ils ne peuvent pas dire à leur famille, pas dire à leurs enfants, mais dont ils ont envie de se délester avant de partir. Parce que je pense que quand on arrive au bout du chemin, il y a quand même des choses qu'on est obligé d'évacuer pour partir tranquille. Une formation, des outils, donc pas volonté, mais cette attirance, cette prédisposition, on va dire. Je pense peut-être. quand même à l'origine, il faut savoir que j'ai été la première femme pompier bénévole de l'Isère. J'ai fait un métier, c'était secrétaire médicale. J'ai passé mon bac de secrétaire médicale, je travaille à l'hôpital. Depuis toujours, j'aime m'occuper des gens qui ne sont pas bien. Ouais. Ça, c'est inné. Donc à un moment donné, je pense que c'est une continuité. Surtout qu'entre parenthèses, j'ai fait beaucoup de commercial. Il y a aussi le côté alimentaire qui est important. Chaque fois que je faisais du commercial, je rencontrais des gens qui me racontaient leur vie, alors que souvent je ne leur demandais pas. C'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait, oui, j'avais ma place. Ma pierre à l'édifice, là, c'était ça, faire du bien, prendre soin. Tu interviens dans des EHPAD, des maisons de retraite, chez le particulier. Pour tout te dire, ça fait 1 an, donc je suis installée en tant qu'auto-entrepreneur. Et alors, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, je ne suis pas aide-soignante, je suis thérapeute. Et thérapeute en fin de vie ou accompagnement des seniors, c'est compliqué parce qu'officiellement, ça n'existe pas. Donc si tu veux, disons que je m'implante. Là, je remercie l'EHPAD de Toulon qui m'a acceptée dans l'équipe de soins palliatifs. Maintenant, il y a eu toute une nouveauté. Ils ont mis en place que la fin de vie se passerait dans l'EHPAD. Donc quand une personne décède, elle ne part plus aux pompes funèbres, elle reste dans sa chambre. Et donc il y a tout un accompagnement qui peut être fait là éventuellement. Et la psychologue de l'établissement, ça s'arrête à partir du moment où la personne est décédée. Donc effectivement, il y a tout ce passage un petit peu entre l'enterrement, la famille, des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, on peut m'appeler. Donc je travaille avec Petit-Fils, où j'ai déjà vu des clientes. Donc alors Petit-Fils, c'est une association qui s'occupe de personnes un petit peu âgées ou en difficulté à domicile, mais qui s'occupe surtout de tout ce qui est santé physique et tout ce qui est courses et toutes ces choses-là. Donc moi, mon job, ça va être plutôt d'intervenir tout ce qui est moral. Donc c'est un peu la différence. Ou ce qui est administratif, c'est-à-dire que Petit-Fils, tout ce qui est vraiment papier un peu compliqué, ne font pas. Et puis il y a l'EHPAD par exemple de Bandol aussi avec qui j'ai discuté, j'ai un partenariat avec l'infirmier qui sait qu'à un moment donné, s'il y a besoin, je peux être appelée. Alors
on va être clair, je dirais il y a deux choses qui sont importantes à savoir. C'est que dans les EHPAD, il y a des psychologues. Donc l'idée, c'est pas du tout de prendre leur place, bien au contraire. Et surtout, bon, moi, j'interviens en tant que prestataire et ça a un coût. Oui. Donc c'est là aujourd'hui où je suis en train d'essayer de mettre en place un système avec un numéro de service d'aide à la personne pour que les gens puissent aussi récupérer une partie d'impôts. D'accord. Voilà. Je pense que ça, si c'est un petit peu moins onéreux, je pense que les gens pourront avoir accès plus facilement à ces soins-là. Et tu peux aussi intervenir à domicile pour des personnes. Mais je n'interviens qu'à domicile. Qu'à domicile. Ça, c'est un choix de ma part. Parce que je pense que quand on est à domicile, je te fais une anecdote, j'ai eu une agence matrimoniale. Et je faisais des domiciles à l'époque, j'étais la seule à le faire. J'avais une agence Fidelio, pour ne pas les citer. Déjà pareil, toujours dans le soin, l'amour, comment les gens peuvent s'aimer, tu vois, donc j'étais déjà dans cette dynamique. Et je me suis rendu compte que quand on va à domicile chez les gens, on comprend tout de suite ce qui se passe et comment ça se passe. Oui. Parce que la maison, c'est le reflet de l'âme. Et oui, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Donc en intervenant à domicile, on peut se rendre compte. Et puis après, soyons honnêtes, les personnes en fin de vie, je ne vois pas bien des personnes en fin de vie se déplacer dans un cabinet. Oui. Enfin, voilà, c'est compliqué. Oui. Donc, l'idée, c'est d'intervenir à domicile en complément de tout ce qui va être les soins palliatifs. D'accord. Si on parle vraiment de la tranche fin de vie, parce que bon, l'hypnovel, la morphine, tout ça, c'est super, ça calme les gens, voilà. Mais après, il y a tout ce qui va être l'émotionnel qui continue quand même à fonctionner. Et mon métier, ça va être de déceler des signes de souffrance émotionnelle, par le visage, par les crispations, et voir si, en parlant tranquillement, doucement, on peut apaiser. Parce que les médicaments, ça endort, certes, mais ça n'apaise pas forcément tout. Quand tu es dans les EHPAD, il y a le personnel soignant, il y a les aides-soignantes, il y a les médecins sûrement, il y a les psychologues et il y a toi. Ton action se situe plus sur le côté peut-être émotionnel des personnes en fin de vie qui ont peut-être pas mal de choses à raconter, à dire, ou leur peur de ce qui va leur arriver. Et j'ai l'impression que c'est là-dessus que tu interviens. Justement, c'est ce qui est très important pour moi. C'est que je pense qu'au niveau des EHPAD, tout ce qui est le côté médical est très bien fait. Tout ce qui est même le côté psychologue, quand les personnes sont âgées mais encore assez vigilantes, c'est très bien fait. Et par contre, je dirais que peut-être ce qui est un peu plus compliqué, c'est quand les gens arrivent vraiment en fin de vie, c'est-à-dire les quelques dernières semaines, où là malheureusement souvent elles bénéficient donc de l'hospitalisation à domicile, de morphine, d'hypnovel, de tous ces médicaments qui leur apportent un confort de vie, c'est certain. Par contre, confort de vie ne veut pas dire bien-être émotionnel. Et les émotions sont des choses qui restent vraiment jusqu'au dernier souffle. Je fais une petite parenthèse pour les gens qui disent « Oh, elle est à l'EHPAD, elle est sous traitement, donc on ne va pas la voir, ça ne sert à rien. » Ouh là là, attention. C'est ce qui sert le plus, en fait. C'est que les gens ont vraiment besoin de sentir cette chaleur, cette attention. Et je pense qu'à ce moment-là, oui, effectivement, j'interviens parce que je peux me rendre compte par les gestes des gens, parce que même sous hypnovel et sous morphine, le corps parle. Le corps parle toujours. Donc on voit les traits qui se tirent, le corps qui se tend, et là on voit la souffrance émotionnelle des gens. Et je pense que là, en fait, c'est pas eux qui peuvent me parler. Mais là, je vais prendre du temps pour leur parler, pour les apaiser, pour les rassurer. D'accord. Donc il y a d'une part un côté écoute. Oui. Parce que ça, on en a tous besoin et c'est vrai que l'écoute, c'est quelque chose de vraiment... quand on écoute vraiment profondément quelqu'un, on n'est pas en train de penser à la prochaine question. La partie écoute va se situer chez des gens qui sont encore la phase d'avant, c'est-à-dire qui sont peut-être mis en EHPAD ou même qui sont encore chez eux, mais qui commencent à se rendre compte que la fin de vie arrive, parce que finalement de se réveiller le matin quand on a 90 ans, peut-être qu'on se dit, bon, il y a encore ce matin, et combien de matins? Il y a plein de questions qu'on peut se poser, qui peuvent être très stressantes. Donc ça va faire partie de l'écoute active, d'accord? Et puis après, il va y avoir toute l'autre écoute émotionnelle que je vais pouvoir faire sur des gens qui ne peuvent plus communiquer verbalement. D'accord, l'écoute émotionnelle. Voilà. En quoi ça consiste, ça? Alors l'écoute émotionnelle, pour moi, c'est être très proche jusqu'au point où il y a une communication qui se fait, alors je vais dire ça avec beaucoup de prudence, mais d'âme à âme. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça n'existe pas que chez les personnes en fin de vie. Si on est très attentif, quand on croise des gens, des amis ou des gens qu'on aime, s'ils ne vont pas bien, ils n'ont pas besoin de parler. On est capable de le détecter. Après, on veut entrer en conversation pour creuser, on peut. On veut pas, on peut tenir compte de ce qu'on a capté sans en parler.
Mais l'écoute émotionnelle, c'est pour moi quelque chose de capital toute sa vie. Donc il y a cette écoute et ensuite donc tu me dis quand les personnes ne peuvent plus s'exprimer. Voilà, l'écoute toujours émotionnelle, mais plus dans le visuel, si tu veux, où on va vraiment se baser sur les réactions du corps, le corps physique, qui est transparent, qui vraiment fait passer des messages. Si tu veux, je pense que ce qui est important, ça c'est un petit message que je me permets d'envoyer aux familles et tous les gens qui entourent des personnes en fin de vie. Apporter du confort au niveau médical, c'est capital. Mais peut-être offrir à une personne en fin de vie quelques heures d'écoute émotionnelle, ça peut être bien. Ouais. En fait, c'est de l'accompagnement. Tout à On fait. est d'accord. Tout à fait. C'est de l'accompagnement du passage de vie à trépas. Hein. C'est ça. Ça me paraît en fait fondamental. Quoi. Et c'est ce que peut-être on faisait bien avant, quand les personnes âgées vivaient dans la même maison que leurs enfants. Et on était à l'écoute, ils restaient à la maison, on leur donnait la main, on s'occupait d'eux jusqu'au dernier souffle, on les veillait, d'accord, voilà. Donc toutes ces choses-là qui paraissent vraiment capitales, aujourd'hui c'est un peu terminé. Alors après, ma situation actuelle est un peu compliquée parce que les personnes en fin de vie de maintenant, ce sont des gens qui n'ont pas eu tellement l'habitude de prendre soin d'eux. Hein, tu vois, c'est des gens 75, 90 ans qui souvent, écoute, quand ça allait pas, ça allait pas. Hein, ils n'allaient pas faire de la thérapie, ils n'allaient pas faire de l'EMDR, ils ne faisaient pas toutes ces choses-là. Donc, et à la fois pour les enfants, ça leur paraît pas une évidence, elle n'a jamais fait ça, aujourd'hui ça va lui servir à rien. Et d'autre part pour la personne qui ne sait même pas que ça existe. Ah bon, on peut m'aider, je suis en fin de vie, on peut m'aider. Ah bon, pourtant j'ai travaillé dur, on m'a jamais aidé. Enfin, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué pour moi dans cette charnière. Peut-être que dans 20 ans, je ne sais pas si je ferai encore ce métier, mais j'ai de l'espoir. Mais peut-être que dans 20 ans, on tombera justement sur les personnes en fin de vie qui aujourd'hui travaillent à fond avec la thérapie, le développement personnel et toutes ces choses-là. Et ce sera une évidence. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit mon médecin. Il m'a dit, tu arrives 20 ans trop tôt. Parce que dans 20 ans, ton métier, il y aura des plaques et ça sera une évidence qu'on aide les gens en fin de vie. Oui, c'était une évidence avant, on a coupé et on va y revenir. Voilà. Si je peux me permettre, moi, pour moi, la vie, c'est un peu comme une recette. Alors moi, je suis une gourmande, hein, j'ai la recette d'un gâteau, mais une recette. C'est-à-dire qu'il y a toute la phase de préparation, donc j'appellerais ça la grossesse. Il y a la phase où tu mets la pâte dans le moule, ça c'est la vie. Il y a la phase où tu démoules le gâteau, ça c'est la fin de vie. Et il y a la phase où après, tu peux apprécier. Et comme moi je pense qu'il y a une après-vie qui doit être chouette, et ce sera l'après-vie. Et je pense qu'il y a un vrai lien, c'est-à-dire que pour moi, chaque phase, quand on met un enfant au monde, la façon dont on l'éduque, ça va impliquer des choses. Et la fin de vie, pour moi, c'est quand même un peu une résultante, malgré tout, de comment tu as traversé ta vie. Et je me rends compte parce que les gens qui ont eu une vie très douce, pas torturée, très peu de problèmes émotionnels, très peu de blessures de l'âme, vont terminer beaucoup plus sereinement. Alors que des gens qui ont eu des choses très difficiles à gérer, souvent les fins de vie sont plus compliquées. Toi, tu agis pour la fin de vie, tu aides les personnes, donc on peut te contacter, te demander d'aller voir une maman, un papa dans un EHPAD ou à la maison, à domicile, pour l'accompagner. Tout à fait. L'idée, c'est que je fais un premier entretien offert, où je me déplace, je rencontre la personne en fin de vie et la famille, si c'est la famille qui a fait appel à moi, ou un senior qui a besoin momentanément de reprendre un peu des ressources, qui n'est pas bien, qui est déprimé et autres. Ce premier entretien va me permettre de me rendre compte si je peux faire quelque chose. Parce que la vie pour moi était assez basée sur l'éthique. Quand on ne peut pas, il faut dire qu'on ne sait pas. Et si je pense qu'en fait, on n'est pas dans le mon move, ça ne va pas fonctionner, je préfère le dire je suis vraiment désolée, c'est pas que personne ne peut rien pour vous, mais en tout cas moi, aujourd'hui, à l'instant T, je ne prendrai pas cette mission parce que je pense qu'elle ne m'incombe pas. Comme ça, on est clair. Et ensuite, j'ai un questionnaire qui est assez poussé, où je vais poser des tas de questions sur l'avant, la vie actuelle. Et puis, je fais toujours un contrat avec les gens. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils se lancent. Alors, il y a des forfaits, 60 € de l'heure, 100 € les 2 heures. L'idée, c'est de la thérapie brève sur des seniors, pas des fins de vie, mais des seniors. Donc, on ne va pas aller voir pendant 10 ans. Donc, qui ne s'inquiètent pas, il n'y a pas des budgets débordants. Et puis, pour la fin de vie, pareil, il y a des personnes en fin de vie, ils ont 10 à 15 jours de vie, ça ne va pas être non plus des choses, voilà. Mais je fais un contrat pour que les choses soient bien claires. C'est un contrat moral entre eux et moi. Donc, je m'engage, ils s'engagent, et comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que le risque quand même, avec les familles, quelquefois, il y a plusieurs enfants, et
pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et qu'il risque d'y avoir des problèmes. Tu apportes aussi une aide administrative. Des gens qui ne savent pas se débrouiller, il y a même des gens qui ne savent pas, même pour un enterrement, bon, les pompes funèbres font ça aussi, hein, mais il y a des gens qui ont besoin de conseils. Après aussi, en cas de décès, ils vont avoir besoin de conseils pour demander les pensions de réversion, capital décès à la sécurité sociale, enfin, toutes ces petites choses, justement, auxquelles des fois ils ne pensent pas. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est administratif. Puis pareil, écrire à toutes les caisses, changer le nom, tout simplement. Bon, ben, j'ai vécu ça au décès de mon papa, j'ai fait ça avec ma maman, et je me suis rendu compte que pour une personne qui est d'un certain âge, c'est un casse-tête chinois. Donc, pour pas que ses droits soient coupés, enfin bon, voilà, toutes ces choses-là. Donc, l'idée, c'est ça. Bon, je le fais, l'administratif. J'avoue que j'ai une petite faiblesse pour tout ce qui est plus moral, accompagnement moral. Mais bon, ça ne me gêne pas de faire l'administratif. Et tout ça, bien sûr, dans un cadre bienveillant. Toujours. La bienveillance m'a été plus apprise au Québec qu'en France. D'accord. J'ai travaillé au Québec, j'ai été directeur commercial et j'ai travaillé à l'étranger dans plusieurs pays. Et les Québécois vendaient à l'époque des maisons de retraite, donc j'ai eu l'occasion d'en visiter plusieurs. Et je me suis rendu compte qu'il y a une extrême bienveillance avec les aînés. Pour eux, c'est capital. Et puis eux sont très très ouverts à tout ce qui est développement personnel. Je mets ça avec humour, mais eux ils parlent avec l'univers. C'est l'univers qui gère. Envoyez-moi des bonnes choses de l'univers. Et toutes ces choses-là m'ont emmené aussi vers des formations sur la pensée créatrice. Parce que je suis convaincue qu'en fonction de nos pensées, il se passe des choses plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Et tout ça, en fait, c'est un petit peu maintenant comme si j'avais, si tu veux, un grand sac plein de choses et je mélange mes outils. Je ne peux pas te dire que je vais faire ça ou ça. Je ne sais jamais. C'est en fonction de chaque personne, en fonction de ce qu'elle a besoin, en fait. Alors justement, nomme-les tous ces outils. Alors, les outils, ça va être, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'abord l'écoute. Ça, c'est la priorité, c'est l'écoute active. Ensuite, la PNL. On arrive à vraiment ressentir les gens. On a des outils de communication. Et ensuite, avec l'hypnose, on va aller plus travailler sur tout ce qui est mental, tout ce qui est modifié sur les états modifiés de conscience, pouvoir refaire passer des messages positifs chez des gens qui sont vraiment négatifs. Voilà. Donc, si tu veux, je fais un petit mixte. Il y a l'hypnose conversationnelle. Il y a tellement de choses qui, à un moment donné, font que l'important, c'est la personne. De quoi a-t-elle besoin? D'ailleurs, normalement, un bon thérapeute, c'est de quoi as-tu besoin? Parce que finalement, c'est le malade ou le patient qui fait le thérapeute. D'accord? Puisque c'est sûr que si on arrive avec sa valise de science, qu'on veut imposer ses techniques, à 99%, ça ne marche pas. Et donc, tu penses par rapport au Québec, non, qu'en France, on gère un petit peu moins bien Ce qui me désole un petit peu, c'est tous ces discours qu'il y a autour de l'euthanasie, de la fin de vie, des soins palliatifs. Il y a un mélange. D'abord, les gens mélangent tout. Ils mélangent les soins palliatifs avec la fin de vie, l'euthanasie et toutes ces choses-là. Moi, par exemple, j'adhère à l'association, à la DMD, à l'aide pour mourir dans la dignité. Et donc, je suis allée à plusieurs conférences. Et quelque chose qui me paraît primordial, c'est un message que je veux vraiment faire passer. Et là, pas aux personnes en fin de vie, ni qu'aux seniors. À toute personne, puisque on a la chance de ne pas savoir quand on va mourir. Et donc, c'est important que dès qu'il y a une prise de conscience, les gens remplissent leurs directives anticipées. Est-ce que je veux de l'acharnement thérapeutique? Est-ce que j'en veux pas? Qui je veux qui s'occupe de moi? Comment je veux que ça se passe? Est-ce que je veux être enterrée? Est-ce que je veux être incinérée? Est-ce que je veux... Voilà, tout ce qu'on veut, d'accord? Quand on part en voyage, on sait l'heure de départ, où on va, qu'est-ce qui se passe. Là, on ne sait pas. Et donc, il faut que tout soit prêt. Ben, la mort est un sujet tabou. Mais je dis toujours, comme disait Mère Teresa, il faut tout faire comme si tu devais mourir demain. Tout est prêt. Tu meurs, tout est prêt. Parce que sinon, il faut comprendre que derrière, il y a des enfants, il y a une famille qui va se retrouver devant des imbroglios pas possibles. Et d'ailleurs, ce qui génère souvent des disputes familiales, c'est que la personne n'a pas pris des dispositions. Elle a dit, ils verront bien. En général, les frères et les sœurs se brouillent parce que ils verront bien, c'est moi je veux ça, non. Alors que si tout est cadré... Plus tu parles, plus je me dis, mais ton job est indispensable en fait. C'est ce que je me disais, mais bon, je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas bien conscience. Et non, parce que comme je te disais, l'esprit français, c'est vrai que la mort c'est tabou. On ne va pas parler de ça parce que sinon ça va arriver, donc il ne faut pas le nommer. Pour moi, ma religion, c'est l'amour universel. Donc j'ai étudié toutes les religions. J'ai regardé un peu ce qui se passe dans toutes les religions et finalement, c'est ce qu'il en ressort. La bienveillance et l'amour de soi et de l'autre, je pense que c'est la meilleure religion qu'on peut avoir. Et je pense qu'à un moment donné, mine de rien, il y a beaucoup de personnes en fin de vie qui ont peur, ça c'est capital, qui se posent plein de questions. Et alors moi, je leur envoie des pistes.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est pas question, je peux aller voir n'importe qui et personne ne saura si je suis de telle ou telle religion. Par contre, j'ouvre des portes. Je me dis, bon, et si Et si on faisait comme ci Et si on faisait comme ci Et chaque personne va prendre ce qui lui fait du bien. L'idée, c'est ça. Moi, depuis que j'ai fait de la PNL, j'ai compris que raisonner solution, ça fait moins mal que raisonner problème. L'idée, c'est de mettre que des solutions diverses et variées, et la personne va prendre celle qui lui convient. Mais son mental va en attraper une. Et ça l'aidera à partir tranquillement. Quelque chose qui peut rassurer, en fait. Rassurer. Parce que tout au long de notre vie, finalement, ça pèse un petit peu là, quelque part, cette histoire de on va mourir, qu'on va tous mourir. C'est ça. Tous mourir un jour, à quel moment, on ne sait pas, comment, est-ce qu'on va souffrir. J'étais athée, mais vraiment athée. Et bon, j'ai été veuve très jeune, à 32 ans. J'ai fait une grosse dépression, j'ai beaucoup souffert. Et donc, je suis allée me plonger dans toutes ces choses-là. Et moi, ce qui m'a convenu à moi, j'ai lu un livre sur la vie et la mort chez les Tibétains, de Singal Rinpoche. L'approche réincarnation, ouverture, tout ça, moi, ça m'a apporté du bien. Donc moi, je dis aux gens, peu importe la religion que vous exercez, ou peu importe ce qui vous plaît, l'important, c'est qu'il faut que votre fin de vie ou la suite, ça vous fasse du bien quand vous y pensez, que vous ne soyez pas dans la peur ou que vous ne soyez pas dans l'angoisse. Il y a plein de, je pense, de solutions pour imaginer. De toute façon, c'est inéluctable. Un jour, ça s'arrête. Alors, du moment où on sait que ça va s'arrêter un jour, autant se dire, le jour où ça va être mon tour, qu'est-ce que j'ai envie de penser ? Le prévoir, comme tu prévois un voyage. Tous les gens prévoient tous les voyages où ils vont, et en fait, ils ne prévoient pas le plus important. Non, parce que je te dis, ça c'est quelque chose, c'est la plus grande peur. Parce que ça fait peur. Oui. La peur de l'abandon, la peur de la séparation, la peur de plus voir. Mais bon, après, voilà. Donc moi, pour finir sur mon cas, ce qui m'avait redonné goût à la vie et tout, c'était tout simplement que pour moi, c'est une phase. On passe de la vie à la mort, de la mort à la vie, avec les incarnations diverses. Et donc, on croise tout le temps, on se recroise, on va fatalement se retrouver. Et ça m'a aidé à sortir de ma dépression. Tu es la deuxième personne que je reçois et qui me parle aussi dans ses lectures et des personnes qui l'ont inspirée, de Lise Bourbeau. Oui. Alors moi, Lise Bourbeau, ce que j'en ai retiré, parce que j'ai essayé d'être assez simpliste dans mes analyses, c'est que l'âme, c'est comme un diamant brut qui débarque sur la terre, qui s'incarne dans un corps physique et qui a des blessures de l'âme. Donc la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, toutes ces blessures que quand même beaucoup de gens connaissent. De plus en plus, quand on en parle, beaucoup de gens commencent à se poser des questions. Donc on n'est pas des visiteurs là, on est descendu pour faire du job. Donc on a des blessures à soigner. Et tant qu'on n'a pas compris pourquoi on est là, tant qu'on n'a pas essayé de se soigner, c'est-à-dire de se mettre en spectateur au lieu d'être forcément en acteur, eh ben on nous représente le même plat. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me dire, tu te rends compte, j'ai passé ma vie à être humiliée. Si elle n'a pas compris que sa blessure d'humiliation, c'est ce qu'elle doit soigner, et ça se soigne avec des choses positives, il y a des tas de techniques, eh ben, elle va continuer à être humiliée. Et puis moi, je serais tentée de dire, c'est mon analyse à moi, je pense qu'elle reviendra une prochaine fois pour refaire le même job parce qu'elle n'aura pas réglé le problème. Et je pense que plus on avance, plus on prend conscience de ses blessures, et plus on les traite, moi c'est ce que j'ai vécu, moins on a de conflits avec les gens, parce qu'en fait, normalement, on n'a pas de conflit. Il n'y a pas de problème, en fait. Du moment où on a travaillé sur soi, moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai fait un court travail avec Lise Bourbeau sur mon ego. Il y avait une formation sur l'ego. Et ça règle déjà 50% du problème. D'accord ? Voilà, il faut accepter l'idée que on n'a pas toujours raison, que les autres... Alors, ça ne m'arrive pas tous les jours. Des fois, je reprends mes petites mauvaises habitudes. Mais je veux dire, l'idée, c'est qu'à un moment donné, chacun peut s'exprimer comme il veut. La tolérance... voilà, l'ego, c'est quand la petite voix, là, moi j'appelle ça mouchette. La petite mouchette commence à me dire des choses, je dis, Oda, calme-toi, c'est pas ça, c'est pas ça l'idée. Donc à un moment donné, je pense que ça c'est très important, c'est qu'à un moment donné, quand on a travaillé sur son ego, quand on a travaillé sur ses blessures, on commence à être plus serein. Parce que surtout, pour moi, la clé du mystère, c'est qu'on n'a aucun impact sur les choses extérieures. Donc du moment où on a compris ça, on arrête de se battre. On arrête de... On fait confiance, il doit se passer. Et moi, ma phrase, c'est tout est juste. Tout arrive au bon moment, à brûle pour point, quand c'est le moment. Il y a les synchronicités de la vie où à un moment donné, plusieurs choses vont arriver. Tiens, ça m'allume une lanterne. Pourquoi ça m'arrive 3 jours de suite? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, en fait, il faut être toujours en attitude d'écoute, mais bienveillante, mais envers soi. Ton approche, elle résonne vraiment de manière complète pour moi. C'est-à-dire que tu as des outils de développement personnel. Tu parles également de bien-être. Et tu parles aussi du côté spirituel, c'est-à-dire toutes les approches qu'on peut faire, presque, on va dire, holistiques, puisqu'on prend en compte toutes les thérapies pour aller mieux, pour aider, pour accompagner. Alors, je le dis avec beaucoup d'humour,
mais c'est vrai quand même que j'ai pas mal morflé. J'ai été veuve, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aime, j'ai eu un cancer, j'ai eu plein de choses. Je dis merci le ciel, parce que sans doute j'en serais pas là. Parce qu'à chaque fois, pour arrêter d'avoir mal, parce que j'aime pas avoir mal moi, donc pour arrêter d'avoir mal, je suis allée chercher des réponses, des solutions, des outils. Et c'est toute cette petite valise d'outils que j'ai pris, et je me dis pourquoi les gens souffrent comme ça, pourquoi ils ne comprennent pas que c'est à eux de faire l'effort, d'aller chercher une solution. Parce qu'en fait, quand tu souffres, les gens, bon, à part quelques gens bienveillants et empathiques, mais les gens, ils n'en ont rien à faire. Tu vois, ta vie, c'est ta vie. Donc moi, aujourd'hui, ma vie, oui, c'est ma vie, et moi, j'ai pas envie d'avoir mal. Alors, ce que je vois, c'est que tu interviens donc auprès de personnes dans les EHPAD qui sont en fin de vie ou peu importe, enfin des personnes âgées. Ils ont des soins, ils ont des personnes qui les aident. Mais je vois que tu leur apportes l'écoute, la bienveillance, etc. Mais tu ne te bornes pas simplement à ces personnes-là. Je vois que tu as préparé un kit, ce que tu appelles un kit de bienveillance, Oui. qui ne s'adresse pas aux personnes âgées, là, qui s'adresse au personnel. Je me suis rendu compte que très souvent, si les personnes étaient un peu malmenées, c'est parce que le personnel soignant n'était pas joyeux, était malmené et n'avait pas d'outils pour se sentir mieux. Donc, j'ai créé ce kit de bienveillance après avoir discuté avec plusieurs personnes qui travaillent à domicile et j'ai compris que c'était très très difficile. Donc, ce kit de bienveillance, il leur apporte plusieurs choses. D'abord, une bulle de calme, donc comment faire de l'auto-hypnose pour être bien. Quand je dis auto-hypnose, c'est des outils pour être bien. Ensuite, je leur ai donné un peu des astuces, comment détecter quand une personne va mal, mais que leurs compétences arrivent à leurs limites. Parce qu'après, on passe dans la malveillance ou de la maltraitance. Parce que quand tu as une personne qui devient Alzheimer, qui est pénible, si tu commences à la bousculer, ça je fais une parenthèse pour toutes les personnes qui ont une personne Alzheimer proche d'elle, l'Alzheimer a toujours raison. On ne le contrarie pas parce qu'il ne peut pas comprendre. Voilà. Tu vois, j'ai les larmes qui me viennent. Ouais. Parce que je pense que la maltraitance est très importante à ce niveau-là. Oui, eh oui, eh oui. On a l'impression que parce qu'une personne a cette maladie-là, on peut lui dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Non, c'est très très important pour elle d'être bienveillant avec elle. Ouais. Et donc j'ai compris que toutes ces personnes-là, elles n'avaient pas la patience et la capacité. Et la formation. Et la formation. Ouais. En fait, l'idée, oui, j'ai envie de réussir dans mon job, oui, j'ai envie d'avancer. Mais l'idée, j'aimerais surtout que les gens entendent par cette vidéo que les personnes âgées qui ont une vie difficile, elles méritent de la bienveillance à la fin. Et est-ce qu'il ne te viendrait pas peut-être, alors là on parle un peu du futur, à l'idée de devenir formatrice de ce personnel aidant, soignant? J'y ai pensé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, j'ai plus envie de faire une carrière. J'ai envie de faire des choses ponctuelles. Par contre, quelque chose qui m'aurait bien plu, petite parenthèse avec humour, je m'étais présentée sur une liste électorale. J'aurais aimé m'occuper de tout ce qui était le côté social, si possible. Donc, nous n'avons pas eu la chance d'être élus. Ceci étant dit, je ne perds pas de vue l'idée d'aller rencontrer M. Bertoncini, notre nouveau maire, parce que moi, je verrais bien quand même une permanence de temps en temps, par exemple au niveau... Pour la ville de Bandol. Oui, pour la ville de Bandol. Ouais. Je verrais bien, par exemple, une permanence de temps en temps, ouverte, où les gens pourraient venir se confier. Alors, bien sûr, il y a le CCAS, il y a tout ce qui va toucher le côté financier. Les gens qui n'ont pas de logement, voilà. Mais les gens qui ont des blessures de l'âme, à quel moment on s'en occupe? D'accord? Et de plus en plus, vu le contexte actuel, par exemple, j'ai vu une petite mamie il n'y a pas longtemps, qui a 90 ans, elle est en pleine sinistrose parce que tout ce qu'on voit à la télé, ça l'a replongée dans la guerre de 45. Parce que la guerre, ça l'a ramenée dans sa guerre. Puisque tu sais, quand on a un événement qui se passe, ça appuie sur un bouton qui finalement, c'est pas tellement l'événement qui te fait du mal, mais c'est le rappel émotionnel de l'événement qu'il y avait eu à l'époque. Et donc voilà, donc c'est tout ça. Je pense qu'il y a une bienveillance qu'on pourrait avoir au niveau d'une ville, avec des permanences de temps en temps. Alors bien sûr, on peut imaginer que je vais prêcher pour ma paroisse. Comme tout le monde, je pense que chaque personne qui veut faire un métier a envie qu'on lui aide à le développer. Mais en tous les cas, cette permanence pourrait être tout à fait offerte aux gens. Et ensuite, à partir du moment où on aurait détecté s'ils ont des besoins ou pas, c'est eux qui feraient le choix de savoir s'ils veulent ou pas avoir accès au service. Mais l'idée, ça serait de m'aider à faire connaître ce service, c'est-à-dire montrer que ça existe des gens qui veulent régler le problème différemment, pas que par des médicaments ou en assommant, parce que le drame un peu de maintenant, c'est que dès que ça commence à pas aller bien, hypnovel, morphine, et puis on laisse, on déshydrate, et puis on attend que ça s'éteigne. Bon, ben ça c'est bien, ça c'est le corps physique, ça c'est pour traiter le véhicule, mais ça ne traite pas le chauffeur. L'âme c'est le chauffeur et
le véhicule, c'est le corps physique. Donc, tu Ouais. vas faire peut-être cette démarche d'aller voir le Je vais le maire. faire. J'ai déjà fait une démarche. Ouais. J'ai contacté la conseillère municipale qui s'occupe du côté CCAS et social, qui m'a dit qu'elle devait rencontrer la directrice du CCAS et j'attends qu'elle me recontacte. Je reviens juste un petit peu en arrière sur la question de l'EHPAD et qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui explique bien ta différence dans ton action par rapport à le psychologue qui est sur place? Parce que le psychologue est censé accompagner également les Alors, personnes. la différence fondamentale, c'est qu'une psychologue dans un EHPAD a 120 patients. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle va passer, moi je sais quand ma belle-mère était à l'EHPAD, quand on voit la psychologue, c'est une fois par semaine, sauf en cas vraiment, c'est une fois tous les 15 jours, voilà, une fois par semaine. Mais bon, elle intervient vraiment si on estime qu'il y a un gros besoin. Là, c'est plus un confort, c'est-à-dire que c'est la personne qui choisit, c'est un peu comme toi, que si tu veux faire une thérapie, c'est pas ton mari, ton frère ou ta fille, c'est toi qui décides que tu veux te faire du bien. Et donc, moi, je veux que mon service, ce soit la personne, quand on ne parle pas des personnes en fin de vie, mais des personnes encore conscientes, c'est la personne qui dit, ben moi, j'aimerais passer 2 heures avec quelqu'un parce que j'ai des choses à dire, parce que je veux échanger, parce que d'abord, ça libérerait ma fille qui vient tous les jours. Donc, pendant 2 heures, ma fille pourrait faire autre chose et puis je pourrais échanger avec cette dame. C'est ça, simplement. D'accord. C'est que me mettre à la disposition des Voilà, gens. c'est un accompagnement personnalisé. C'est ça. Hein. Je ne fais pas du tout de travail de groupe, c'est vraiment, je vais dans la chambre de quelqu'un et on est en tête à tête. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir vraiment ce qu'ils ont au fond d'eux. Ils se cachent des choses. Avant de partir, pour moi, c'est important d'avoir vérifié tout ce qui se passe dans la maison et de bien fermer les portes. Ouais. Et si tu veux, avant de partir, c'est ça. C'est qu'il faut absolument que les gens règlent leur compte. Moi, c'est capital. Parce que sinon, ils partent pas tranquilles et la famille non plus. Tu sais, après, moi, j'ai rencontré des gens. Oh, si j'avais su, maman est décédée, on se parlait pas. Et maintenant, je pleure, j'ai des regrets, tu vois. Et ça, c'est pas bon. Oui, on se rend pas compte que ce qu'on a là, on se dit bon ben je l'ai traité, j'y ai pensé, ça suffit. Mais en fait, le verbaliser, c'est complètement différent. Il faut écrire ou parler pour que ça sorte. Donc, je pense que à un moment donné, c'est capital que les gens comprennent ça. Tout ce qui n'est pas dit s'inscrit. Et à partir du moment où ça s'inscrit, je parle même de la broutille qu'on n'ose pas dire à sa voisine, à son copain, et que ça commence à nous faire un petit lavage de cerveau matin, midi, soir. Et pendant ce temps-là, on perd du temps. Parce que tout ce qui occupe le cerveau là ne nous permet pas de faire autre chose. Et puis, comme tu disais, la pensée projette. Voilà. Alors, l'ABC de la pensée créatrice, ça, c'est une formation que j'ai faite, que j'aime beaucoup, parce que je l'ai utilisée pour moi. Ça a fonctionné. C'est qu'on crée quand même ce qui nous arrive. Tu vois? Si tu es convaincu que tout va bien se passer, tu vas quelque part, ça va être génial, nanana, il y a plus de chances que si tu penses que tu vas commencer à avoir ta robe qui va se déchirer, que tu vas tomber, que si, que là. Voilà. Et ça, c'est capital. Déjà, le matin, se lever en remerciant, gratitude. Merci le ciel, merci Seigneur, merci l'univers, merci qui tu veux, merci moi. Mais merci, je suis là, je suis bien, je suis en forme, pas trop mal, j'ai de la chance. Voilà. Après, je vais dire une phrase qui n'est pas jolie. Mais elle m'en revient souvent à l'esprit parce que c'est un prof en PNL qui nous a dit ça. Il nous a toujours dit, rappelez-vous, plus t'en chies, plus tu grandis. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de difficile, il y a toujours l'expérience et la leçon. Donc il faut regarder pourquoi, au lieu de se dire « Ah, j'ai encore pas de chance, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Il faut regarder pourquoi ça nous arrive et pourquoi souvent c'est répétitif. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme leçon et comment changer la trajectoire des choses. Transformer l'épreuve en expérience, en fait. C'est ça. C'est ça. Je crois qu'on en revient souvent à dire ce terme, mais la transformation. Transformer ce qui nous arrive en une leçon. Il n'y a pas de fatalité. Une façon de grandir, de voir les choses différemment. Se poser des questions, essayer d'avoir une ouverture d'esprit, être curieux. Tu vois, bon, tout à l'heure, on a regardé un peu tous les livres que je lis. Moi, je suis très curieuse. Puis maintenant, en fait, même pour ceux qui n'aiment pas lire, sur YouTube, il y a tellement de vidéos. Moi, j'écoute beaucoup de vidéos. Je dirais même les gens qui sont pas bien, qui veulent pas faire appel à mes services. Mais allez sur YouTube. Il y a des, par exemple, vous pouvez faire de l'auto-hypnose. Ça va pas. Mettez-vous sur votre lit, détendez-vous. Mettez une audio et puis vous verrez, à un moment donné, fatalement, ça ira mieux. Parce que je veux dire, aujourd'hui, on est enrichi de tout ça. C'est magique. Internet et... Voilà. Après, bon, il faut être prudent quand même. Oui, voilà. Mais bon, on est quand même enrichi de tas d'outils qu'on peut utiliser. Je crois qu'on a abordé les directives anticipées qui, pour moi, sont capitales. C'est que la mort, ça ne se prévoit pas 2 jours à l'avance. Ça se prévoit toute la vie. Parce qu'en fait, on sait que c'est une phase qui arrivera inéluctablement. Et c'est un peu comme une carrière.
Chaque pas de ta vie va t'emmener là. Donc il faut prendre beaucoup d'attention avec tout ça pour qu'à la fin, on soit serein. Ne restez pas avec vos peurs, ne restez pas, même si c'est pas moi, peu importe. L'important de ce message dans cette vidéo vraiment, c'est faites-vous aider. La fin de vie, c'est dur, c'est un moment difficile parce qu'on a peur de laisser les gens qu'on aime. On ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va retrouver ceux qu'on a perdus, on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur de souffrir. Voilà, donc faites-vous aider, ça existe aujourd'hui, on peut se faire aider et pas forcément qu'avec des médicaments. Puis ayez confiance, ce n'est qu'une phase. La fin de vie, c'est une phase vers une nouvelle vie, enfin pour moi en tout cas. J'aurais envie de dire à tous ceux qui m'écoutent, aimez-vous, aimez les gens qui vous entourent et normalement tout va bien se passer.